OK. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir pour notre 9e édition de Paris Vidéothèque. Merci beaucoup à TF1 pour nous accueillir dans cette belle salle et pour avoir assuré la diffusion en direct du Meetup ce soir. Ce soir, on va parler de la data et comment l'utiliser au mieux dans la vidéo. Non. Non, mais c'est... Ah, non, OK, c'est pas ça. Ah, voilà. Oups! Non, mais c'est quoi ça? Mais rouge, rouge, ça faisait comme ça, hein? Oui, mais ça... Non. Ah, non. Hey! Non, mais ça veut pas remettre la presse du début. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Non. On peut remettre l'ancienne? Non. Bah, OK, je touche plus à, je touche plus à rien. Pardon? Moi, c'était la présentation au tout début avec les... Non, c'était la slide... Ah oui? C'est là! C'est là! Oui, c'est ça. C'est bon? Mais attends. Non. Je vais toucher. J'ai vraiment pas touché. Bon, take two. Ouais. Je touche à rien. Non, mais c'est toi. Non, c'est une autre présentation en fait. C'est pas cette phrase. Non. Voilà. Bon. Bon, on va commencer avec... on va avoir 3 talks ce soir. C'est pas une presse, en fait, c'est juste un placeholder slide. Okay. Non, mais je touche à rien. Du coup, on va avoir 3 talks ce soir. On va avoir Charles Sonigo de Streamode qui va commencer par nous parler de la data, de notre data pipeline et comment on a pu construire un data pipeline et data-driven sans avoir une armée d'ingénieurs. Ensuite, on va avoir Manuel Bergerot et Rhonda Zarkic qui vont nous parler de Nice People at Work et de Speedeo, qui vont nous parler de comment utiliser la data pour créer une clientèle fidèle, pour transformer des utilisateurs freemium à une clientèle fidèle en utilisant des recommandations personnalisées et aussi en utilisant des métriques d'engagement. Et on va terminer par une présentation de David Stigman qui va parler de comment utiliser la data côté server-side avec une démo aussi d'un vrai cas client. Donc du coup, la vraie raison que je voulais la presse, c'est qu'on avait quelques autres nouvelles à annoncer ce soir. La première étant, comme tous les ans, comme l'année dernière, on va faire un petit apéro au NAB cette année, un apéro Paris Vidéothèque. Donc vous êtes tous, si vous serez au NAB, on va se réunir probablement le mardi soir à notre bar préféré, le Chandelier. Et on cherche des sponsors et des personnes, évidemment, à venir boire des coups avec nous. Et pour annoncer aussi que notre prochain meet-up sera en mai ou juin à voir. Et on cherche toujours des salles et des talks et des sponsors. Et aussi, et en particulier, je pense que vous êtes, il y a une bonne partie de vous qui doivent être au courant déjà, mais Nicolas Veil nous a quittés pour partir... Pardon? Non. On ne sait pas. Pas de nouvelles depuis février. Non, Nicolas Veil
est parti aux États-Unis pour rejoindre des équipes aux États-Unis à Portland. Et c'est lui, en grande partie, qui a assuré, qui a dédié énormément de temps et d'énergie et de matériel pour nous aider à diffuser en direct nos meet-ups. Et c'est quelque chose qui est vraiment apprécié par des personnes qui n'habitent pas à Paris ou qui ne peuvent pas venir au meet-up. Et donc, pour le coup, on aimerait bien continuer cette initiative. Et on aura besoin de vos expertises dans la vidéo et aussi des gens qui peuvent être volontaires pour nous aider à mettre en place des live streams de nos meet-ups. Donc, si vous pourriez nous aider sur ça, n'hésitez pas à venir me voir après les talks. Très bien, on va commencer avec Charles, qui va nous présenter comment être data-driven si tu n'es pas Netflix, or even if you are. Merci Erika. Alors du coup, je ne vais pas me tromper. C'est bon. Donc c'est ça. Donc le sujet, c'est How to be data-driven when you aren't Netflix or even if you are. Donc moi je m'appelle Charles Sonigo. Je suis Head of Product chez Streamroot, mais j'ai été dev pendant la plus grande partie de ma carrière et j'ai été aussi un peu data scientist. Pourquoi le sujet Alors ces dernières années, surtout chez Streamroot, j'ai passé pas mal de temps à lire les blogs tech des grosses boîtes de vidéos, et notamment celui de Netflix qui est vraiment pas mal. Et en fait, à chaque fois que je lisais du contenu, c'est toujours hyper intéressant, mais on a toujours un peu du mal à réadapter ça à l'échelle de ma petite startup. Voilà, car on n'est que quelques ingénieurs, on n'a pas une armée devant nous, et à chaque fois, en gros, le problème se pose de comment obtenir X% de la valeur des solutions proposées par ce genre de grande boîte, avec seulement Y% des efforts. Bien sûr, X étant le plus haut possible pour avoir le plus de valeur possible, et Y le plus bas possible pour essayer d'avoir le moins de ressources et d'énergie à mettre dans ces projets. Alors, un petit mot rapide sur Streamroot. Bon, je pense que la plupart de vous savez qui on est, mais voilà, on a une technologie de delivery de vidéo peer-to-peer. Donc en fait, ça s'intègre dans à peu près tous les players natifs et web aujourd'hui, et ça permet d'établir une delivery qui est hybride entre le CDN et le peer-to-peer. Alors le but, cette solution a très bien marché, donc on a maintenant d'autres produits. On a un midstream CDN, switcher, client-side, et on a un eCDN pour les entreprises. Voilà. Mais le but, c'est toujours à chaque fois d'aider les broadcasters à atteindre des audiences plus larges, à améliorer la QoS et, si possible, en réduisant leurs coûts. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Alors, quand même, un petit mot encore. On travaille avec des broadcasters à peu près partout dans le monde, notamment en France. Vous reconnaîtrez quelques logos. Voilà. Et on a notamment, alors en 2018, on a dépassé 7 milliards de sessions uniques, hein, donc de sessions qui ont utilisé Streamroot. Et alors ça, c'est très bien, ça nous arrange beaucoup parce que dans cette quête d'amélioration de la QoS, en fait, réussir à améliorer la QoS des broadcasters partout dans le monde, c'est un problème assez épineux et pour lequel, sans grande quantité de données, c'est difficile de faire quelque chose. Alors, dans un premier temps, je voudrais essayer de généraliser un peu le problème qu'on a eu chez Streamroot, et je pense que c'est un problème que pas mal d'ingénieurs dans la vidéo doivent avoir aujourd'hui. Et ce problème, c'est comment on peut améliorer un morceau de code, donc un logiciel client, back-end, peu importe, un morceau de code pour lequel premièrement, les KPI, donc tous les indicateurs de performance, vont être très dépendants des conditions expérimentales de l'environnement qui est en production. Donc vous travaillez dans la vidéo, vous le savez, les qualités du réseau, les différents devices, les comportements des utilisateurs, les pays, tout un tas de facteurs comme ça qui vont avoir des impacts sur les performances de notre soft et qui sont du coup très difficiles à contrôler. Dans la même veine, on va avoir que c'est très difficile de reproduire justement ces conditions réelles de production au labo ou enfin, voilà, dans un environnement contrôlé. Comme ça, on n'arrive jamais réellement à capturer toute la complexité qu'il peut y avoir dans ce genre de logiciel et dans la production notamment. Voilà. Souvent, l'intuition est mauvaise. En tout cas, la mienne s'est avérée souvent l'être. Donc, il y a besoin toujours de vérifier avec de la data. Voilà. Alors en plus, nous, on avait ce problème chez Streamroot, mais je pense que tout le monde a un peu ce problème. Voilà, on n'avait pas envie de passer non plus 2 ans au placard à faire de la R&D. On avait des features à release, des clients qui nous poussaient pour avoir des features produits. Voilà, on voulait maintenir la vélocité des équipes. On ne veut pas passer 2 ans enfermés à optimiser nos algorithmes. Quand même. Et le dernier, alors là, c'est le vrai requirement technique, c'est qu'il faut pouvoir distribuer aléatoirement son logiciel à ses différents utilisateurs. Donc il faut une manière. Alors, la plupart des choses rentrent dans cette catégorie, mais il faut quand même toujours une manière de pouvoir distribuer son logiciel de manière aléatoire entre les utilisateurs. Vous pouvez y revenir, vous comprendrez. Alors, nous, notre use case, c'était surtout d'améliorer la QoS à travers notre librairie peer-to-peer et d'autres choses, etc. Mais alors, il y a plein de use cases qui tombent dans ces 5 critères. Alors, on peut penser à l'interface utilisateur des players, les quality pickers, même les choix des thumbnails des différents contenus,
Les algos d'ABR, sur lesquels on a pas mal travaillé, qui sont assez difficiles à améliorer, pour lesquels voilà, ça rentre exactement dans cette catégorie. Il y a toujours des conditions un peu bizarres qui modifient les comportements des algos. Les workflows de publicitaires, comment on augmente les taux de conversion, est-ce qu'il faut mettre des pubs à la fin, au milieu, quelle est la durée de pub, au bout de combien de temps on peut faire skipper la pub, ce genre de choses. Donc ça, c'est côté client, mais alors côté back-end, ça marche aussi. Nous, on a beaucoup travaillé sur notre algo de peer matching, donc à qui je dois me connecter, qui aura la meilleure vidéo au meilleur moment. Mais voilà, toutes ces briques rentrent à peu près dans ces critères, et on pourrait appliquer la méthodologie que je vais présenter pour les améliorer. Alors, je vais vous présenter rapidement comment ça a commencé chez nous. En gros, donc les quelques briques de base dont vous allez avoir besoin dans votre infra pour avoir un data pipeline qui est fonctionnel. Voilà, il faut savoir que celui que je vais vous montrer, c'est celui qu'on avait il y a 2 ans et demi. Bon, il a un peu évolué entre-temps, mais on l'a vraiment construit avec un ingénieur et demi. Donc, il n'y a pas besoin d'une armée, et ça permet déjà de récolter certains des bénéfices qu'on va voir après. Donc, alors, il y a 4 grands blocs, disons. Le premier qui paraît à peu près évident pour tout le monde, je pense, qui est tout à gauche, c'est qu'il faut implémenter des métriques. Bon, là, j'ai mis client metrics parce que nous, on est côté client, mais si vous êtes back-end, ce sera des back-end metrics. Il vous faut implémenter tout un paquet de métriques qui vont être proches de ce qui vous intéresse, bien évidemment. Nous, on a des métriques liées au peer-to-peer, aux genre de choses, mais après, on a des KPI un peu plus haut niveau, donc typiquement la QoS, le buffering ratio, ce genre de choses, ça peut toucher pas mal de monde. Et bien sûr, il faut un endpoint pour récupérer tout ça. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Ensuite, il va falloir alors un message broker pour pouvoir récupérer tous ces messages, les centraliser, les redistribuer. Voilà, donc j'ai rajouté une petite brique de data pre-processing parce que c'est souvent assez nécessaire. Ces petits data pre-processeurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont enrichir un peu la donnée, ils vont parfois faire de la validation, faire du filtering, et parfois, dans certains cas, faire du pré-processing pour les étapes qui sont tout à droite dont je vais vous parler. Donc voilà, donc ça, c'est les 2 briques de gauche, c'est un peu le standard, on est obligé d'avoir ça pour pouvoir commencer à faire quoi que ce soit. Ensuite, il faut un peu au cœur de tout ça une base de données analytique. Alors, nous, on a plusieurs bases de données, mais là, je parle vraiment dans le cadre du Data Lab. Il nous faut une base de données qui nous permette de très rapidement agréger des résultats sur des gros volumes de données. Si on doit attendre à chaque fois 1 heure pour récupérer nos résultats, ça pose des problèmes quand on fait de l'analyse un peu exploratoire. Typiquement, ces bases de données, elles doivent offrir la possibilité de faire ce que j'appelle des cross-dimension drills. Alors, ça dépend différents. En gros, l'idée, c'est de dire, je regarde au début le buffering ratio aujourd'hui chez toute ma production. Puis après, je vais regarder pour certains ISP. Donc, par exemple, je vais regarder juste Orange. Et puis après, je vais regarder Orange en France. Et puis, je vais regarder Orange en France sur Android. Et après, je vais enlever Orange. Je vais juste regarder en France sur Android. Puis après, je vais retirer la France. Je vais rajouter une autre dimension. Il faut pouvoir assez rapidement refaire ces requêtes dans un temps d'étant très raisonnable pour pouvoir explorer. Parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on cherche quand on fait de l'expérimentation comme ça. Et alors, au-dessus de cette base de données, on va avoir tout un panel d'outils. Donc, de base, évidemment, des outils de visualisation. Cette base de données, elle est bien si derrière, on a un dashboard qu'on peut ouvrir tous les matins et qui rapidement nous permet de faire justement cette exploration dont je parlais juste avant. Nous, chez Streamroot, on a des dashboards, par exemple, spécifiques QoS. On va pouvoir très rapidement regarder, c'est ça, là, toutes les métriques de QoS différentes pour différents groupes, différents segments de notre audience. Voilà. Et en plus de ces outils de visualisation, on va avoir besoin de je vais en parler, de quelques analyses un peu avancées de data, typiquement des analyses statistiques pour vérifier un peu les résultats de nos tests. Des outils d'alerting aussi, de monitoring, de détection d'anomalies. On peut imaginer dès qu'on voit quelque chose qui ne se passe pas bien en prod. Voilà, on a des outils qui remarquent quand les courbes ont des têtes pas normales et qui vont nous envoyer des alertes pour réveiller quelqu'un et pour aller regarder ce qui se passe. Donc ça, c'est les 4 briques de base d'infrastructure dont vous allez avoir besoin. Donc nous, on a utilisé certaines technos que j'ai mentionnées avant, Kafka, Druid, des genres de choses. Il en existe plein. Selon votre use case, vos requirements, votre taille, la compétence de vos ingénieurs, il faudra changer potentiellement. Je ne vais pas passer en détail sur tout. Prenez une photo si vous voulez. Vous pouvez venir me voir à la fin de la talk. On peut essayer d'en parler. Mais voilà, il existe plein de choses pour faire ces 4 briques de base dont j'ai parlé juste avant. Donc maintenant qu'on a vu un peu l'infra, parlons un peu donc, du cœur du sujet, la méthode un peu scientifique et rigoureuse pour faire de l'A/B testing continu et pour A/B tester chaque petit changement qu'on fait à notre software dont on parlait tout à l'heure. Alors, il y a 2 process très importants pour pouvoir mettre ça en place qui sont pas très nouveaux. Le premier, c'est ce que j'appelle l'A/B testing de déploiement. En gros, donc, qui est schématisé là, c'est l'histoire de dire quand mes clients demandent, quand mes utilisateurs vont me demander mon logiciel, donc là le streamroot.javascript, il tape un reverse proxy qui peut lui décider aléatoirement d'assigner une version A ou une version B à nos utilisateurs. Donc ça permet en gros voilà, d'assigner aléatoirement différentes versions du code à différents utilisateurs. Bien sûr, on va ensuite marquer ces utilisateurs comme étant ceux qui ont la version A ou la version B. Voilà. Ça permet dans un premier temps de faire des rollouts progressifs.
Ce qu'on peut dire, 1% au hasard des utilisateurs vont avoir la toute nouvelle version, donc c'est une canary release, et les autres gardent l'ancienne. Et ça permet aussi de faire de l'A/B testing en coupant la population en deux, en mettant deux versions A et B, et en allant comparer ensuite les résultats de chacune des versions. Ça, c'est ce qu'on appelle donc l'A/B testing de déploiement. Et ensuite, il y a l'autre mécanisme qui est un peu similaire, mais cette fois-ci, au lieu de livrer du code, on va livrer juste de la configuration. Donc là, les utilisateurs ont déjà récupéré leur logiciel, et ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de récupérer un gros fichier de config qui va contenir tout un tas de choses. Alors ce gros fichier de config, il est très pratique parce qu'il permet notamment d'activer ou de désactiver des features. Donc on peut imaginer qu'on a une version du code, on a une toute nouvelle feature dont on n'est pas très sûr. On peut par config mettre un true false pour dire est-ce qu'on l'active ou pas. Et avec cette config, en fait, ça permet, même si tout le monde a la même version du logiciel, d'activer ou non certaines features et ensuite d'étudier le comportement de ces features à travers la data. Donc voilà. À partir de ces deux briques, le process qu'on suit nous vraiment assidûment depuis bientôt 3 ans, il se présente comme ça. Donc on part de tout à gauche, on est en production, on a ce que je vais appeler une V1 du code qui marche bien, qui est en production. On a une V2 qui vient de passer la QA, qui a priori a l'air d'être bien. La première étape, c'est de faire une canary release. Donc ça, on s'est inspiré, hein, c'est pas nous qui l'avons inventé, bien sûr, avec l'A/B testing de déploiement dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va chercher à voir là? On va chercher à voir si on a des grosses régressions. Si c'est 1% d'utilisateurs chez qui on a déployé la nouvelle version, est-ce qu'on observe une augmentation du taux d'erreur? Est-ce qu'on observe des comportements anormaux? On va assez rarement aller beaucoup plus loin que ça. On veut chercher des erreurs. On veut s'assurer qu'on n'a pas introduit de régression. Alors oui, j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que cette V2 qui vient de sortir de QA, en fait, je vous ai dit tout à l'heure qu'avec l'injection de configuration, on pouvait activer ou désactiver les features. Quand on release la première fois la V2, on désactive toutes les features. C'est-à-dire qu'en fait, elle se comporte en théorie pratiquement comme la V1. Il peut y avoir des refactoring qui sont introduits, qui ne sont pas toujours togglables, mais en théorie, elle devrait se comporter comme la V1. Pour en être vraiment bien sûr, une fois qu'on a vérifié qu'il n'y avait pas de régression, on met 50-50, la V1 et la V2. La V2 avec toutes les features à off. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, le AA' testing. Donc en fait, les deux versions sont censées se comporter exactement de la même manière, sauf si par mégarde, on a introduit une régression dans un refactoring. On laisse ça tourner, en général une journée, ça suffit. Avec 50-50, on a suffisamment de data. Et on peut vraiment aller profond et analyser statistiquement le fait que les deux versions se comportent vraiment de la même manière. Une fois qu'on a atteint ce niveau de sécurité, on est content, on va pouvoir pousser la V2 sur toute notre production. Évidemment, dans chacune des étapes précédentes, si on observe la moindre régression, la moindre chose qui nous pose problème, on roll out, on étudie les datas et on va vérifier qu'on n'a pas... Enfin, on va essayer de les fixer potentiellement le bug qui a été introduit. En général, nous, on a des métriques vraiment partout, donc on arrive assez rapidement à pinpoint les bugs. Mais voilà, le but de ces deux premières étapes, c'est de rollback s'il y a le moindre problème. Si tout se passe bien, on release la V2 sur toute la production, on est content. Et on arrive à l'étape qui est un peu intéressante pour nos data scientists, c'est de tester toutes ces nouvelles features. Et donc là, on va passer à ce qu'on appelle nos A/B tests de configuration. On va utiliser les mécanismes dont je vous ai parlé tout à l'heure pour activer les features une par une et comparer à chaque fois, regarder les effets dans la data de chacune de ces features. Et ça, en fait, avec ce système, on s'assure vraiment que tout changement dans le code a été A/B testé à un moment ou à un autre. À un moment ou à un autre, on a pu comparer avant, après, étape par étape, incrément par incrément. Et ça nous permet de jamais faire de pas en arrière, en fait. C'est très important parce que si on introduit une régression dans le déploiement sans s'en rendre compte, en fait, pour la retrouver, rien que pour la trouver et pour la réparer plus tard, c'est beaucoup plus coûteux, quoi. Donc là, on est dès le début, chaque petit incrément, chaque petit changement incrémental est testé et validé qu'il n'a produit pas de régression. Et bien évidemment, pour les features, il y a trois scénarios. Le scénario, ça augmente tous les KPI, tout est beaucoup mieux avec la nouvelle feature, on la garde. Le scénario, tout est moins bien. Là, en général, si on s'est embêté à coder une feature pour que tout soit moins bien, c'est qu'on a fait une erreur quelque part, donc on va essayer d'aller comprendre pourquoi. Il arrive qu'on jette la feature complètement à la poubelle, parfois qu'on la retravaille simplement. Et puis il y a le cas un peu bâtard au milieu, où la feature se comporte bien parfois et pas bien parfois. Et là, en fait, on va essayer d'aller segmenter quand est-ce qu'elle se comporte bien et pas bien, pour essayer de la rendre dynamique, c'est-à-dire de ne l'activer que lorsqu'elle va bien se comporter. Voilà, c'est un peu les trois scénarios de base qu'on a. Donc voilà pour la méthode d'A/B testing. Donc ensuite, tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on va regarder comme data? Depuis tout à l'heure, je vous dis, on va regarder dans la data, que ça se passe bien, etc. Voilà, donc je vais passer un peu sur les quelques pièges et les méthodes standards d'analyse, sur les pièges dans lesquels on est tombé. Voilà, donc s'il y a des data scientists, je m'excuse parce qu'il y a quelques trucs un peu basiques, mais je pense que un petit rappel fait jamais de mal. Pour commencer, leçon numéro 1, alors les outliers, c'est pareil, rien de nouveau sous le soleil. Tout dataset arrive avec des outliers. La seule chose que je veux dire, qui est vraiment importante pour nous, c'est qu'en fait, les outliers, il ne faut pas juste les filtrer. Souvent, dans les cours de data science, on vous dit première étape, on nettoie son dataset. Alors, il faudra les filtrer, mais avant tout, il faut quand même les regarder un petit peu, parce qu'il y en a certains qui peuvent être en fait, des symptômes d'un problème. Donc, typiquement, là, sur ce graphe, on voit le buffering ratio sur l'axe des Y, et chaque point est une session utilisateur.
et le temps au fur et à mesure. Donc on a différentes sessions utilisateurs qui se terminent et qui nous envoient un point de données. Donc en fait, on voit qu'il y a des points négatifs. Bon, ça, a priori, le buffering ratio négatif, c'est probablement un problème qui n'en est pas vraiment un. Donc celle-là, on va plus ou moins les filtrer. Par contre, on voit qu'on a plein de points en haut à 100%. 100% de buffering, et ça, c'est probablement des gens qui ont leur player qui s'est crashé, quoi. Le player s'est freeze, la session n'a pas commencé, il tourne en boucle, on mesure que du buffering. Typiquement, ceux-là, on ne va pas vouloir les éliminer. On va vouloir compter, on va vouloir vérifier enfin, voilà, que leur taux n'augmente pas quand on ajoute une nouvelle feature. On n'a pas à rajouter un taux d'erreur. Voilà. Mais donc, du coup, les outliers, parfois, en fait, sont vraiment des éléments très intéressants du dataset. Il faut juste savoir les traiter et pas juste les enlever comme ça. Restez vigilants. Leçon numéro 2, que j'aime beaucoup, parce que je me suis trompé pas mal de fois, c'est le paradoxe de Simpson et les confounding factors ou facteurs de confusion. Alors l'idée de ce truc-là, en gros, c'est que quand on regarde les résultats agrégés, il y a vraiment beaucoup de chances que ce qu'on regarde soit complètement faux. Les conclusions qu'on va pouvoir tirer sont complètement fausses. Voilà, on l'a fait, hein, on s'est trompé une ou deux fois, maintenant on est très vigilant. Alors je vais vous montrer un exemple ici qui vient de nos A/B tests en fait. Donc on avait implémenté un nouveau protocole pour notre échange d'échange de données vidéo en peer-to-peer. Donc on avait l'ancien protocole TCP-like et un nouveau protocole un peu UDP-like. On fait l'A/B test, on regarde notre pourcentage de float, donc qui est notre métrique, notre KPI principal de performance du peer-to-peer. On s'aperçoit que le nouveau UDP-like est bien mieux. Bon bah super, on a envie de dire, on le garde, on jette le TCP-like, on vire le code, etc. Terminé. Alors en fait, quand on regarde un peu plus en détail, donc je vous ai remis le même tableau en haut et un tableau où je sépare par live et VOD. Et là, si vous regardez, en fait, vous voyez que sur live, ça tient toujours. Sur le live, le UDP-like est toujours bien meilleur, même mieux que ce qu'on avait vu avant. Par contre, en VOD, en fait, c'est complètement l'inverse. En VOD, le TCP-like, il écrase réellement le UDP-like. Donc en fait, si on n'avait pas juste fait ce petit split live-VOD, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que c'est important de pouvoir rapidement query différents segments de l'audience, on aurait pu complètement jeter à la poubelle une amélioration, enfin le TCP-like, alors qu'en fait, dans le cas de la VOD, il est bien meilleur. Et là, quand nous, on s'aperçoit de ce genre de choses, bah, c'est facile, hein. On va juste dire que quand on est en VOD, on mettra le TCP-like, et quand on sera en live, on utilisera le UDP-like. Donc voilà. Alors, le confounding factor, le facteur de confusion, c'est un peu la même idée. Le facteur de confusion, c'est un peu la même idée. On est en production, on a un dataset. Je vois que dès que j'ai A dans mon dataset, j'ai aussi B. Naturellement, j'ai envie de me dire, bon, a priori, A cause B, quoi. Vraiment, à chaque fois que je vois B. Alors en fait, le facteur de confusion, c'est un facteur C qu'on n'a pas vu, qu'on n'a même pas regardé, qui en fait cause à la fois A et B. Et alors ça, c'est des trucs mais qui sont hyper courants, quoi. Même dans plein d'analyses d'expériences diverses et variées en médecine, c'est des trucs, voilà. Et alors, il n'y a pas vraiment moyen, en fait, il n'y a pas de recette magique pour s'en prémunir. On peut juste être très vigilant et très parano. Il faut toujours se demander si la conclusion qu'on a prise, déjà, on n'a pas oublié un facteur de confusion, si on est bien allé regarder tous les différents segments de notre audience, toujours aller vérifier justement quand on fait une conclusion générale, est-ce que cette conclusion elle s'applique toujours à nos sous-groupes, les sous-groupes importants. Bon, nous, on est dans la vidéo, les sous-groupes, on les connaît, hein. Ça va être VOD, live, les différents pays, les différents bitrates, ce genre de choses. Voilà, il faut bien sûr connaître son dataset à fond, connaître typiquement les groupes qui sont un peu trop représentés. Par exemple, nous, on sait que Chrome va être trop représenté dans nos navigateurs. Donc parfois, si on fait une feature qui marche très bien avec Chrome et qui marche beaucoup moins bien sur les autres, on peut facilement penser qu'en fait, elle marche très bien tout le temps, cette feature. Voilà, c'est le genre de choses dont on est au courant et qu'on monitore. Voilà pour Simpson et les facteurs de confusion. Leçon numéro 3, les histogrammes. Ce qui me vient, parce que juste avant, effectivement, on regardait juste des averages. Mais alors en fait, les averages, c'est bien, les moyennes, c'est bien, mais ça va jamais très loin. Je viens de vous dire qu'il fallait souvent découper son audience en différents groupes. Bah, c'est un peu pareil pour les métriques. Il n'y a pas de raison. Les métriques, on essaie de les couper en différents groupes. Donc typiquement, là, je regarde le buffering ratio. Et donc chaque bucket, c'est un groupe de valeurs du buffering ratio. Donc au début, on a 0 à 0,5%, etc. Et là, on regarde deux différentes implémentations de Media Source Extension. Et alors, en fait, là, les deux histogrammes, donc ces deux implémentations différentes, elles ont exactement la même moyenne. Alors pourtant, elles n'ont pas du tout la même tête. La bleue a l'air bien meilleure, il y a beaucoup moins de buffering. Mais alors, en fait, c'est parce que vous voyez tout à droite qu'on a un petit groupe de gens qui font 100% de buffering ratio. C'est un peu les gens qu'on a vus tout à l'heure, qui sont bloqués dans leur playback. Et alors, eux, en fait, ils détériorent complètement la moyenne. Et alors, avec les métriques comme le buffering ratio, on en a d'autres, tout ce qui est ratio comme ça dans la QoS, tout le monde est groupé vers 0, donc il suffit de quelques utilisateurs qui sont à 100 pour complètement détériorer les moyennes. Et si on ne regarde pas les histogrammes, on peut ne pas s'en apercevoir et penser que ça n'a rien changé, qu'il n'y a pas trop d'effet. Donc les histogrammes, c'est toujours. Nous, maintenant, on limite, on les a enlevés, les moyennes. On ne regarde plus que ça. Le dernier bout, qui est un peu mon némésis, c'est le bruit. Alors le bruit, qu'est-ce que c'est? Alors sur ces courbes ici, là, c'est deux configurations, donc on a injecté, mais qui en fait sont exactement les mêmes. C'est vraiment un faux test. C'est un placebo, quoi.
On a donné deux configurations qui sont exactement les mêmes. On leur a quand même donné deux noms différents pour pouvoir les regarder séparément dans le data pipeline. Et là, on voit que les deux courbes, alors je crois que ça montre le pourcentage de peer-to-peer, ouais. Les deux courbes, elles se dépassent. Sur la violette, elle a l'air d'être un peu au-dessus, puis l'autre passe en dessous. Voilà, bon, là, on a découpé les utilisateurs en deux groupes. Si on avait découpé ça un peu différemment, on remélangeait, on aurait pu avoir des courbes qui avaient des têtes différentes. Peut-être que la rouge serait au-dessus, etc. Donc là, nous, on sait en voyant ça que c'est du bruit, parce qu'on sait que c'est les deux mêmes configurations. Donc il n'y a pas vraiment de raison réelle pour que les deux groupes se comportent différemment. C'est juste le hasard de la production, les facteurs dont on parlait tout à l'heure, environnementaux, qui vont amener à de la variation voilà, qu'on ne contrôle pas. Donc, alors, si on regardait la valeur agrégée totale du pourcentage peer-to-peer de ces deux populations, la loi des grands nombres, elle nous rassure, elle nous dit qu'à la fin, ça va converger vers la même valeur. Et c'est le cas. Voilà, j'ai laissé tourner des AATS pendant longtemps, ça converge à 8 chiffres après la virgule. Mais bon, parfois, on n'a pas toujours le temps d'attendre la loi des grands nombres, parce qu'elle peut mettre du temps à arriver. On aime bien avoir un peu un planning, quand même, se dire, bon, on va faire un A/B test de tel jour à tel jour, puis de tel jour à tel jour. Si on est obligé d'attendre un temps indéfini pour que ça converge, ça nous aide pas à avancer vite, quoi. Donc la question, c'est comment on peut arrêter un certain temps et distinguer ce qui est du bruit de ce qui est vraiment un effet d'un changement qu'on a introduit. C'est la vraie question. Alors pour ça, le seul moyen de tacler ce problème, c'est quelque chose qui est connu aussi, hein, c'est la statistical significance. Alors ça, en gros, en français, significativité statistique, je crois. C'est tout ce qui est p-value pour ceux qui connaissent un peu. C'est histoire de dire, je voudrais calculer une probabilité de savoir si les différences que j'observe entre les deux courbes qu'on a vues juste avant sont du bruit ou pas. Pour résumer, c'est vraiment ça l'idée. Alors nous, on utilise un de ces tests, il en existe beaucoup, il y a beaucoup de littérature sur le sujet, selon votre use case, etc. Nous, on utilise un test qui s'appelle le test de Ki2, Ki carré. Voilà, alors bon, il a des avantages et des inconvénients comme d'autres, mais surtout ce qui est très bien, c'est qu'il marche très bien pour le cas de deux groupes, c'est quasiment toujours ce qu'on a, on ne s'amuse pas trop à faire 3 ou 4 groupes, souvent 2 groupes. Il va nous donner exactement ça, une probabilité que les différences qu'on observe dans nos deux groupes sont oui ou non dues à un changement ou à juste du hasard. Alors, je préférais plutôt que de vous sortir la formule, vous montrer un peu comment on s'en sert. Alors là, c'est deux navigateurs, dont je tairai le nom, le bleu et le rouge, on va dire, et on regarde leur buffering ratio. Alors, c'est les inputs dont on a besoin. Toujours donc une métrique, le buffering ratio, c'est vraiment ma préférée, avec une range de valeurs, donc on va faire de 0 à 100% pour le buffering ratio. Deux groupes, donc mes deux navigateurs, bleu et rouge. Quelques filtres. Là, en l'occurrence, je crois que les filtres qu'on avait pris, c'était d'éliminer le startup time, qu'on regarde toujours un peu à part du buffering normal. Et aussi, on avait peut-être regardé qu'un seul pays, ou peut-être qu'un seul flux. Je ne sais plus exactement. On a toujours quelques filtres comme ça pour commencer l'expérience. Ensuite, alors là, il y a beaucoup d'informations. Allez pas trop vite, regardez pas tous les détails. En gros, si vous regardez le graphe d'avant et celui-là, vous pouvez voir qu'en fait, celui-là, c'est un peu la différence des deux d'avant. Donc vous voyez dans le graphe d'avant, ici, là, le navigateur bleu a beaucoup de gens qui font 0% de peer-to-peer, et le navigateur rouge en a beaucoup moins. Et en fait, si vous prenez la colonne bleue et la colonne rouge et que vous les soustrayez, non, vous allez obtenir ce graphe-là. Et alors ça, c'est ce qu'on appelle les mouvements de population, ou la practical significance, mais ça, c'est un peu nous qui l'avons inventé, ce mot. C'est juste qu'en fait, on se rend mieux compte un peu de ce qui se passe réellement entre nos deux populations, au lieu de juste se baser sur une p-value. Une p-value, ça va être vraiment une probabilité qui va nous dire 3% de chance qu'il y ait un changement. Mais bon, 3% de chance, parfois, c'est juste un peu dans la zone où on est un peu, on ne sait pas vraiment si ça va être vraiment significatif ou pas. Alors que là, on voit un peu ce qui se passe. Donc là, typiquement, on voit qu'en fait, le navigateur rouge, dans toutes les zones un peu hautes du buffering, il a plus de monde, et alors que le navigateur bleu a beaucoup plus de monde qui fait 0. Donc là, ça nous permet, nous, de nous rendre compte de réellement ce qui se passe dans les populations. Alors, on a plein d'informations en haut. On va avoir typiquement cette p-value. On va avoir des informations sur est-ce que le modèle est valide, est-ce qu'on avait assez de données, des taux calculés total de mouvements de population, nombre d'échantillons, ce genre de choses. Ensuite, alors sur les axes, on a donc en X, on a le buffering ratio. Donc comme le graphe juste avant, on voit les séparations des intervalles là, infini, 1%, 2%, etc. Sur l'axe des Y, on a le déplacement de population, donc qu'on a remis en bas. Donc dans le premier bucket, par exemple, on voit 35% de population déplacée. Ça veut dire que si le navigateur bleu, je vais y arriver, là il a 81% de sa population qui est dans le premier bucket, bah, si on en retire 35%, ça veut dire que le deuxième avait que 80 moins 35, 45% de sa population ici. Donc ça nous permet voilà, de savoir à quel point toutes les choses ont changé. Il y a des fois, bon là j'ai pris deux navigateurs, donc en fait c'est vraiment des grosses différences, mais quand on prend,
on met 2 configurations en prod avec une petite feature qui est un peu différente, parfois les courbes ont vraiment la même tête. Et en fait, ce schéma, il va être beaucoup plus écrasé. Et donc, ça sera un peu plus difficile de le naviguer. Et alors, je vais arriver au dernier truc intéressant. Donc ça, c'est bien, c'est les mouvements de population, mais ça ne nous parle pas vraiment de significativité statistique. Le dernier schéma que je vais vous montrer ce soir, c'est celui-là. Alors en fait, c'est le même que celui d'avant, sauf qu'au lieu de montrer les mouvements de population, on montre l'impact de chacun des buckets de buffering sur la p-value au final. Donc en fait, ça nous permet de nous dire que typiquement, en fait, ce qui fait dire à l'algorithme que le test est vraiment significatif, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les 3 premiers buckets qui ont bougé en fait. Tout le reste n'a pas trop d'impact. Il nous dit que voilà, les petits changements qu'on peut voir à la fin, les petits bouts de rouge qui sont un peu différents, en réalité, n'ont pas beaucoup d'impact. Bon, souvent, c'est assez lié à la population déplacée, mais pas toujours. Et donc ça nous permet en général, nous, de faire des conclusions beaucoup plus fines, surtout dans les cas vraiment, les cas qui sont à la limite, les cas où la p-value, elle est faible, mais elle n'est pas très faible. Est-ce qu'on a vraiment introduit un changement? Est-ce que c'est que du bruit? Voilà. En gros, on s'arme d'outils de visualisation qui vont nous permettre de conforter les conclusions qu'on va faire. Donc voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et je pense qu'on va passer à quelques questions. On peut dépasser? Ouais. Merci. Bonjour. Les datas que tu rentres et que tu analyses, en fait, est-ce que tu les échantillonnes pour chercher juste une tendance ou est-ce que tu rentres toutes les datas? Alors, c'est une très bonne question. Alors, il y a des fois où on échantillonne en fait. Il y a des fois où ça nous coûte de l'argent en fait. C'est-à-dire que parfois, la convergence dont je parlais tout à l'heure, on a besoin de beaucoup de données pour que ça converge en fait. Pour justement, plus il y a de données, moins il y a de bruit. Mais il y a des fois, en fait, on en a tellement des données qu'effectivement, ça va nous coûter de l'infrastructure pour rien. Que tout le monde envoie des données, ça ne va pas nous apporter grand-chose. Donc effectivement, il y a pas mal de fois, de base, par défaut, je crois qu'on n'a que 5% des gens qui nous envoient de la donnée. Et les jours où on veut faire des expériences et on veut que ça aille vite, on enlève cet échantillonnage. Et là, on met tout le monde pour... C'est juste pour gagner du temps en général. Mais bonne question. Petite question, vous utilisez Elasticsearch ou pas? Non. Non, on utilise Hadoop, mais on n'utilise pas Elasticsearch. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Faut me convaincre, ouais. Oui, merci pour le cours de data science. C'est toujours intéressant. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des résultats complètement différents entre des métriques réelles et des échantillons d'A/B test? Alors, si je comprends bien la question, alors en fait, pas vraiment. En fait, les métriques réelles, ce que vous entendez, c'est les métriques qu'on voit en prod par rapport à ce qu'on fait en A/B test. Bah, en fait, nous, les A/B tests, on les fait un peu en prod. Souvent, on va les faire d'abord sur un petit groupe d'utilisateurs, c'est-à-dire qu'on va d'abord tester, on va mettre 1% configuration A, 1% configuration B, et le reste, la référence standard. Donc en fait, ça se passe un peu en prod. Et si ça se passe bien, on étend sur 1% à mettre 50-50, ce qui fait qu'en fait, les résultats d'A/B test sont les résultats de prod en réalité. Donc il n'y a jamais vraiment de différence. Enfin, voilà, parce que l'A/B test, c'est la prod. Nous, on a eu des résultats déroutants réels de scène et des... Après, peut-être des métriques qui ne sont pas chez nous. Qui disaient des choses et les métriques de CN qui disaient tout le contraire. Alors peut-être, ouais, c'est vrai que ça dépend qui mesure en fait. Vu que nous, on est tout seul à mesurer, on n'a pas les CDN qui nous donnent leurs data, on compare nos A/B tests à nos propres data. Donc peut-être qu'on n'a pas eu le problème juste pour ça. Si quelqu'un d'autre mesurait, peut-être qu'il nous dirait qu'il ne mesure pas la même chose. Possiblement. Oui, bonjour. Vous avez montré que vous mettiez une version 1 et une version 2. Ouais. Donc, quelle est votre agilité, en fait, lorsque vous découvrez des bugs ou que vous découvrez des évolutions? C'est-à-dire que la 1, 2, c'est des grosses versions, mais des versions intermédiaires, c'est quoi l'agilité? Est-ce que vous les Bonne question. rollback rapide? Enfin, voilà. Alors en gros, les versions, il y en a une toutes les 3 semaines, à peu de choses près, un peu plus, en général 3 semaines, un mois. Mais il se trouve que ces versions, elles vont contenir, mettons, 5 features. Donc en fait, les teams développent quand même plein de features toutes les semaines. Et en fait, on va se servir de justement les fameux toggles pour, même si on release en prod un truc pas très agile parce qu'il y a beaucoup de changements, en fait, tous ces changements, ils sont éteints à la base. Et on va pouvoir, nous, par configuration, un par un, les tester. Donc en fait, ça permet à l'équipe dev d'avancer, de donner
le code à l'équipe de data qui, elle, va passer un mois ensuite à tester une par une toutes les features jusqu'à la prochaine release. En fait. Alors, parfois, non, parfois on rollback et en fait, on se donne, en général, au moment de la release, on se donne une semaine, surtout dans la première étape, pour rollback et faire les patchs qui sont nécessaires, quitte à attendre et à laisser une partie de l'équipe avancer sur des nouvelles features et d'autres sur réparer ce qui se passe en production. Justement, dans la même question, entre la V1 et la V2, Ouais. Il se passe combien de temps? Il se passe un mois, en gros. Ok. Tout est un peu aligné, c'est-à-dire que l'équipe de data va pendant un mois tester les features, pendant que les développeurs, pendant un mois, vont développer la nouvelle version. Voilà, bien sûr, en fait, on donne un mois, on a toujours une semaine de flexibilité, typiquement pour la QA et les phases de régression, on a besoin de faire des patchs. Du coup, vous n'avez pas objectif de réduire ce temps? On aimerait bien, ouais. On aimerait bien, ouais. C'est ça. On manque un peu, en fait, après, c'est toujours un problème de plus on fait de petites versions, plus d'un overhead de QA, de release, etc. Donc, voilà, si l'équipe grandit, on se permettra de réduire ça à peut-être 2 semaines, je pense. C'est bon? Merci beaucoup. On va passer au temps. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez bien? Yes. Je suis Randa Zarkik et je suis VP Engineering à Speedeo, où on fait des algorithmes de recommandation sur la VOD et la Live TV. Et je suis avec Manuel, qui est de Nice People at Work. Bonsoir à tous. Donc, Maël Bergerot, je travaille chez Nice People at Work, qui fait donc de la vidéo analytics. On est une entreprise qui développe une solution qui s'appelle Ubora, qui fait de l'analyse sur de la QoS vidéo, du playback, de la publicité et des users. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Et on fait aussi du load balancing. Je vais expliquer un peu pourquoi, du comment. Ouais. Donc, pourquoi on fait un talk ensemble avec Speedeo? Ça a commencé il y a à peu près 2 ans dans un trade show connu qui s'appelle le NAB, où un des cofondateurs de Speedeo est venu voir notre solution sur une démo dans le cadre de partenariats technologiques. Et donc, il était très intéressé par les dashboards. Bon, c'est un jeune homme très poli. Mais à un moment donné, bon, il ne voyait pas trop l'intérêt. Et on allait sur un tracking qui s'appelle le tracking, Smart Tracking, qui permet de voir tous les playbacks de tous les utilisateurs et de cliquer sur un utilisateur et de voir une personnalisation finalement, tout l'historique d'un utilisateur. Et là, il y a eu un déclic. On s'est dit, lui est très intéressé par la personnalisation et Randa va en parler un peu plus. Et à ce moment-là, on s'est dit, bon, il faut qu'on se reparle un peu plus tard. Et on a créé donc ce module qui s'appelle Users. Ce n'est pas ce que je vais vous présenter, bien entendu, mais un petit peu la genèse, un peu qu'est-ce qui s'est passé dans notre tête pour faire ce module-là. Et à ce moment-là, on s'est dit, il faut qu'on travaille ensemble parce que voilà, il y a beaucoup d'informations que la recommandation peut ingérer dans nos systèmes. Et à partir de là, on peut vraiment avoir une belle interaction entre nos analytics et les métadatas et les informations qu'on peut récupérer sur le moteur de Speedeo. Vas-y, je t'en prie. Yes. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont familiers avec les algorithmes de recommandation? Yes. Ok, pas mal. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui en ont en prod? Yes. Ok. Ok. Donc ça tombe bien. En fait, le but de ma présentation, c'est de vous donner des éléments de compréhension de ce que c'est les algorithmes de recommandation et des clés d'évaluation pour savoir à quel moment c'est intéressant d'utiliser quel type d'algorithme. Donc, un peu d'historique, les algorithmes ont été popularisés avec Netflix et le fameux Netflix Prize à $1 million. Et Amazon aussi en e-commerce. Et donc, il faut voir aujourd'hui les algorithmes de recommandation comme quelque chose. Comme on est entouré de applications, écrans, set-top box, etc., c'est des outils qui offrent des espaces d'attention à l'utilisateur. Et l'objectif d'un algorithme de recommandation est donc de
placer des contenus dans cet espace d'attention. Et il faut que ces contenus intéressent cet utilisateur. Donc il faut voir l'algorithme comme une fonction qui prend un comportement d'utilisateur, des données sur les contenus et l'espace sur lequel on va displayer la recommandation et qui retourne une liste de contenus qui est appropriée pour cet utilisateur. Donc, les objectifs d'un algorithme de recommandation sont d'abord business-centric, à savoir augmenter le rendement d'une plateforme de contenu, et d'autre part user-centric, à savoir augmenter la valeur de la... et donc, d'autre part, user-centric, à savoir ouais, donc, l'idée, c'est de comprendre l'intention de cet utilisateur, à savoir, est-ce qu'il cherche à se divertir, à s'informer ou à acheter quelque chose, et présenter quelque chose qui correspond à cette intention. Et les manières techniques ou opérationnelles pour mettre en place ça, c'est d'abord privilégier la pertinence. Et donc, pertinence, ça veut dire est-ce que ce contenu présente un intérêt pour cet utilisateur? La nouveauté, est-ce que l'utilisateur a déjà regardé ce contenu ou est-ce qu'il a déjà été exposé à ce contenu via la recommandation et qu'il n'a déjà interagi avec? Une notion de sérendipité. C'est un élément de surprise qu'on peut introduire dans la recommandation et qui fait qu'on aide l'utilisateur à sortir de ses habitudes de recommandation. Expliquer la recommandation. C'est super important d'expliquer la recommandation parce qu'on peut perdre la confiance de l'utilisateur si jamais on lui pousse trop de contenu promotionnel ou si jamais il ne comprend pas ce qu'on lui expose. Et donc, on perd sa confiance, que ce soit par rapport à la recommandation elle-même ou par rapport à la plateforme en général. Xavier Amatrian, qui est un gars qui a dirigé Netflix, les teams de recommandation de Netflix et les équipes de recommandation de Quora, a précisé dans pas mal de papers que l'explication comptait beaucoup plus que la recommandation. Et enfin, la performance, parce qu'on a beau être pertinent, présenter de nouveaux contenus, proposer de la sérendipité, si on ne répond pas dans les bons temps de réponse et que l'utilisateur passe son temps à attendre que la recommandation s'affiche, eh bien, on a perdu son intérêt. Il y a plusieurs types d'algorithmes de recommandation. Les classes les plus connues, c'est le collaborative filtering et le content-based. Le knowledge-based, qui est une autre forme de content-based aussi. Il y a des approches démographiques qui sont souvent utilisées dans la pub. La recommandation sociale basée sur les interactions dans les réseaux sociaux. On peut aussi prendre des éléments content-based, time-sensitive, location-based. Et on peut aussi hybrider les approches si on a plusieurs types de données. Dans cette présentation, ce que je voudrais approfondir, c'est les deux grandes classes d'algorithmes qu'on peut trouver sur le marché. Il y a l'approche content-based et l'approche collaborative filtering. Et c'est des approches intéressantes à creuser parce qu'elles sont plutôt différentes et servent des buts un peu différents. Le collaborative filtering est une approche qui est la plus populaire et s'appuie sur le principe qu'une bonne recommandation, c'est une recommandation qui provient d'une personne qui a les mêmes goûts que nous. Et donc, elle est le plus à même à nous proposer des contenus. Par contre, pour le content-based, c'est une approche dont le principe est j'aime un contenu parce qu'il y a des caractéristiques qui m'intéressent dans ce contenu. Et du coup, l'idée, c'est d'abord d'identifier ces caractéristiques et ensuite de construire un profil utilisateur sur la base de ces caractéristiques et sur la base de ses habitudes de consommation récurrentes. Chaque approche a des avantages et des inconvénients.
L'intérêt du collaborative filtering, c'est que on peut l'utiliser sur n'importe quel type de produit, que ce soit de la VOD ou que ce soit aussi du e-commerce, et que ça propose aussi de la sérendipité. Donc, on ne reste pas forcément sur des intérêts particuliers. Par rapport au content-based, c'est facile à expliquer. C'est aussi plus léger. Par exemple, dans un contexte de RGPD, où de plus en plus d'utilisateurs peuvent refuser qu'on les traque ou peuvent refuser qu'on ait des profils, il est intéressant de garder quand même d'autres approches à la recommandation, par exemple, de faire de la recommandation de contenu à contenu. En ce qui concerne les inconvénients, l'approche peut être un peu plus shallow, c'est-à-dire on peut manquer de données et ça peut être over spécialisé dans le sens où on peut rester dans les habitudes de l'utilisateur. Néanmoins, on peut contrer cette limitation des algorithmes de content en créant nous-mêmes de la donnée sur les contenus. Et c'est ce qu'on fait à Speedeo. On fait ce qu'on appelle une empreinte sémantique pour les contenus. Et du coup, on a une équipe qui crée de manière très précise des thématiques et des caractéristiques et qui les pondère. Et du coup, comme on a le contrôle à la fois sur l'algorithme et sur la donnée créée, on peut faire des choses plus intéressantes. Du coup, je vais vous montrer des exemples de recommandations. Là, ça se base sur mon profil. Le premier, c'est sur Amazon Prime Video, et le deuxième, c'est sur Netflix. Et donc, je suppose que dans les deux, c'est du collaboratif filtering derrière, avec sur la première un peu de, on va dire, de démographique, parce que on voit bien que c'est des trucs qu'on peut. Et dans le deuxième, en fait, c'est des statistiques du collaboratif filtering, mais avec des notions de format. Parce que comme je regarde pas mal de séries, et du coup, ça m'a placé pas mal de recommandations de séries. Mais on voit bien aussi que Netflix pousse des contenus promotionnels. Et ça, c'est une simulation du coup que j'ai fait avec des contenus que je regarde sur une plateforme de démo qu'on a à Speedeo. Et donc ça me va un peu plus parce que je regarde principalement des séries politiques ou des thrillers. Et donc Mr. Robot ou Jackie ou The Departed, ça me parle beaucoup plus. Du coup aussi, comme on a de la donnée sur les contenus, on peut expliquer aussi la recommandation. Et du coup, on peut proposer des listes thématiques qui explicitent en fait la recommandation. Et ça peut être, dans ce cas, c'est explicite que je suis intéressée par l'investigation et le suspense ou par des séries qui sont plutôt bien ficelées. Du coup, je vais présenter des exemples d'architecture de type dans le contexte de la recommandation. Ça, c'est un exemple de quelque chose qu'on peut faire avec un algorithme de collaborative filtering. Dans la recommandation, on peut toujours avoir une partie real-time et une partie background. Et si on voit le flow, du coup, on part d'un écran. L'utilisateur génère des événements. Il regarde des contenus, il peut les noter, il peut cliquer sur des contenus. C'est des informations importantes à traquer pour un algorithme de recommandation. Donc, qui sont envoyées à un back-end, qui les envoie ensuite à un event server, qui les envoie d'une part dans un training, dans une partie de training, et le training lui-même va générer des modèles de prédiction qui sont déployés sur un serveur de prédiction qui va retourner la recommandation en temps réel. On peut voir qu'il y a plusieurs axes de scalabilité.
par exemple dans l'input, et on peut essayer de lisser la charge en mettant en place des queues Kafka. Il y a des axes de scalabilité aussi au niveau du training, où on peut paralléliser les jobs de training, et puis pour les prediction servers aussi. Pour le content-based, ça peut être exactement le même type d'approche, avec une partie real-time et une partie en background. Le training se passe en prenant en compte du coup les interactions utilisateurs, mais aussi les données sémantiques des contenus, et qui sont ensuite générées au serveur de prédiction qui va pouvoir retourner la recommandation. On peut aussi complètement s'affranchir de la partie background si on est dans une approche content-based, et s'appuyer sur les events utilisateurs et la data en temps réel. Et du coup, l'algorithme, ça va être un algorithme complètement real-time qui prend en compte en temps réel les interactions utilisateurs, et c'est l'approche qu'on a aujourd'hui à Speedo. Si on n'a pas envie de s'embêter avec tout le cognitive load des algorithmes de recommandation, on peut aussi utiliser la recommandation as a service, et ça vient sous la forme d'une API où on peut simplement envoyer les événements utilisateurs avec des put requests, et de type un utilisateur avec un ID donné à regarder un contenu, ou alors l'ajouter à sa playlist ou la noter, et demander la recommandation. Du coup, soit c'est de la recommandation de contenu à contenu, du genre, est-ce que je veux regarder des contenus qui ressemblent à Netflix, et donc je vais demander les contenus qui sont similaires, ou alors de la recommandation personnalisée pour un utilisateur, et du coup je dois simplement passer l'ID utilisateur et demander de la recommandation appropriée. On vient de déployer un nouveau produit en mode complètement SaaS. C'est sur une plateforme qu'on appelle du coup Rumo.co. Si vous avez envie de stress tester notre architecture, n'hésitez pas à nous envoyer des beta trials. Enfin, avec Nice People at Work, comme on a des données sur le contenu, et qu'on a aussi pas mal d'interactions utilisateurs, on peut s'intégrer avec leur plateforme et leur envoyer sur une simple messaging queue les semantic updates des contenus et les user events. Et du coup, ils peuvent s'en servir pour calculer pas mal de métriques intéressantes. Et je passe la main à Manu. Merci beaucoup, Randa. Excellent. Donc de mon côté, je vais parler un petit peu de user churn. On est dans cette présentation donc, des 30 jours pour impressionner. 30 jours pour impressionner, c'est en relation avec cette freemium, donc cette période de temps gratuite qui permet de tester un service. Donc le user churn, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est comme une relation qui ne marche pas très bien. Donc on a cette jolie fille ou ce beau garçon. On sait qu'à maintes reprises, on dit ben, ça ne va pas très bien la relation, on sent un climat de peur. Ben, cette peur, qu'on a tous un peu connue à un moment donné, j'imagine, et ben, dans le monde de la vidéo en ligne, dans notre secteur de vidéo, ça s'appelle le churn. Et à un moment donné, ben, comme ce petit poisson, on passe d'un service tel que Netflix à un service, si on est aux États-Unis, comme Hulu. Et on a décidé de pouvoir changer un peu de produits, de services, parce qu'on y trouve des avantages particuliers. Juste avant de commencer, ce qui est super important, et je pense qu'il faut le noter, c'est le coût en fait, d'acquisition d'un utilisateur. Bon, on reprend toujours Netflix, hein, il revient toujours là. Mais Netflix, sur le trimestre 2017, dépensait à peu près $100 par utilisateur pour l'acquisition. Donc on s'aperçoit assez rapidement que c'est important de pouvoir le retenir, surtout quand il est dans cette période de gratuité. Donc l'expression content is king, quality is queen demeure très présente. Et pour ça, bah, justement, cette première période de free trial
il faut identifier le churn. Et il y a un certain nombre de questions qu'on peut assez tôt se poser. Enfin, il est nécessaire de se les poser assez tôt. C'est d'abord, alors il y en a quelques-unes, mais il y en a beaucoup plus. Si on fait une liste exhaustive, là, on comprend rapidement que il faut déjà délivrer sur une bonne qualité. Il y a une attente du public sur la qualité et surtout à travers toutes les devices. Je pense que toutes les personnes qui ont en charge des plateformes OTT savent de quoi je parle. Après, il y a aussi le bénéfice de cette magie de l'OTT qui permet d'aller surfer sur différentes devices, pouvoir récupérer sa lecture. Donc vraiment, il y a un bénéfice. Il faut aussi en parler à son public, à ses clients. Après, il y a la partie content, donc tout le contenu. Est-ce que les investissements qui ont été consacrés au contenu, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et là, c'est important que le recommandeur fasse bien son boulot. Et il y a d'autres points qui sont un peu tous les problématiques que veut trouver l'audience. Et là, il y en a quelques-unes, je pense que c'est les plus importants. On les connaît déjà bien, c'est le buffer, le playfair, donc les crashs de player, le low bitrate qui est en relation avec la qualité de la diffusion, et puis savoir si le contenu est vraiment pertinent. Le churn, donc revenir à cette histoire de churn, on peut le prédire autour de 4 points. Il y en a 3 qu'on peut mesurer. Bon, le prix, c'est quelque chose de très très important. Malheureusement, on a du mal à le mesurer, mais il rentre dans la partie intégrante de la stratégie anti-churn. Après, les autres points, c'est la consommation du contenu. Donc on revient encore à cette histoire de recommandation, savoir si le contenu est bien consommé. Il y a la qualité perçue, on vient de le voir à l'instant, en sachant est-ce que la qualité est optimisée. Et puis une dernière, où c'est là où je vais rentrer un peu plus dans les détails, c'est mesurer les visites, l'engagement, et je vais rentrer encore plus dans les détails dans un concept de stickiness. Donc qu'est-ce que c'est le stickiness? Alors là, je fais référence à un article que je vous conseille sur media.com. C'est un petit peu générique, ça parle un peu de tout, mais appliqué à la vidéo en ligne, ça a beaucoup de sens. Ça parle en fait d'une sensation d'engager sur un service. Donc ici, on va, dans le cadre des 30 jours pour impressionner, on va juste s'arrêter sur la partie engagement stickiness. Bien entendu, l'engagement va conduire à la stickiness, qui va conduire à la rétention et la croissance de la plateforme de manière générale. Pour ce qui est de l'engagement et de la stickiness sur ces premiers 30 jours, on a, et on rentre un petit peu plus dans les détails des métriques cette fois-ci, on a différentes façons de pouvoir la calculer. Déjà, il y a le nombre de sessions, donc le nombre de fois finalement où l'utilisateur va pouvoir se connecter à la plateforme donc OTT. Donc le total session, TS c'est total session, divisé par, et là c'est une autre KPI important, une autre métrique importante, c'est les daily active users, donc savoir combien de fois les utilisateurs sont actifs de façon journalière. Après, pour calculer donc le stickiness, on applique un autre type de calcul, c'est donc cette fameuse DAU qui est Daily Active User divisé par Monthly Active User. Et finalement, on arrive à trouver une notion, une métrique, donc stickiness, qui s'applique, qu'on a développé sur nos dashboards et qui ressemble à peu près à ça. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va mesurer ici? En fait, c'est les différentes étapes. Donc déjà, calculer le nombre de personnes qui sont actives de façon mensuelle, donc sur les 30 derniers jours. Et à chaque fois, on va avoir des notions de conversion. Donc la deuxième conversion, donc là on voit à 61,50%, donc c'est un compte actif, sur lequel on a une deuxième KPI qui est le Weekly Active User. Et après, une autre conversion sur le Daily Active User. Bien entendu, le Daily Active User, c'est les personnes qui sont les plus connectées sur la plateforme. Donc là, sur ce graphe, c'est intéressant parce qu'on peut voir un peu l'évolution de chacun de ces groupes-là. Et à partir de... Alors là, dans le cadre de ce calcul-là, c'était le Monthly Active User divisé par le Daily Active User. Et on obtient donc un ratio de 23% de stickiness. C'est-à-dire que si on était à 50%, l'audience aurait utilisé la plateforme 15 jours sur les 30 jours alloués, dans ce cas-là, qui ont été analysés. Donc ça, c'est une première type d'analyse, donc calculer et pouvoir évaluer et valoriser un petit peu l'engagement des audiences grâce au stickiness. Après, la deuxième grande étape, c'est de construire des segments, ce qu'on appelle aussi des cohortes.
Donc là, dans le cas, encore une fois, des 30 jours pour impressionner, on a cette première colonne. Donc là, c'est un mauvais élève, hein. Là, on est dans le cas d'un client qui a 2 grandes familles, donc ces fameux freemium. Donc on a une audience assez record sur la première colonne. Et puis une dernière 2 grandes parties, donc c'est vraiment les clients qui sont très engagés. Mais entre ces deux grandes populations, pardon, on a toute une cohorte de personnes qui sont en risque de churn, donc qui peuvent à tout moment se désabonner et aller sur un autre service. Donc l'idée déjà, c'est de créer donc, les fameux segments. Là, dans ce cas-là, on va essayer d'analyser et filtrer ce premier segment. Et à partir de là, on peut avoir différents cas d'usage. Donc là, c'est des exemples. J'ai pris cette première cohorte et j'ai analysé, par exemple, l'usage des devices. Donc on l'a évoqué tout à l'heure. Faire connaître à ses clients qu'il y a plusieurs types de devices. Donc on s'est embêté à faire des applications sur du Samsung, des télés connectées, des vidéogames et autres. Là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de clients dans cette cohorte qui se connectent uniquement sur une seule device. Donc c'est à partir de là où on va donner des informations, donc des datas, au service marketing qui va s'empresser de créer des activités. Bon, là, je ne rentre pas dans les détails des activités, mais on s'imagine que ça va être des notifications, des emails ou autres, pour pouvoir faire comprendre qu'ils ont plus de possibilités d'aller sur d'autres devices et d'avoir toutes ces fonctionnalités super sympas de l'autre côté. Maintenant, il y a un autre graphe, c'est encore un autre exemple, je pourrais en faire toute une soirée de ça. Mais là, on a sur la segmentation des titres par utilisateur. Donc ça, c'est plutôt sympa comme information. On peut évaluer finalement sur un laps de temps, donc là, on a une période février, j'imagine, combien de titres en moyenne est utilisé par utilisateur. Encore une fois, là, on va travailler main dans la main avec le recommandeur pour faire évoluer ce chiffre-là à un niveau beaucoup plus élevé. Donc, pareil, la même idée, c'est d'aller stresser un peu plus les recommandations, faire de la recommandation plus précise, segmenter davantage, et on va voir ça sur le prochain slide. Donc, rapidement, les takeaways de ce que je viens d'expliquer, c'est de mesurer, enfin de créer des segments qui sont en relation avec la fréquence de consommation de la plateforme, afin de mieux comprendre l'engagement des premiers jours d'essai du service. Donc, se focaliser sur ces fameux clients freemium. Après, ce qui est important, c'est de calculer, comme vous l'avez compris, le stickiness en fonction de la plateforme, donc les visites journalières, hebdomadaires ou mensuelles. Et finalement, avoir une analyse granulaire des cohortes, donc identifier les segments éventuellement dormants ou les premiers jours pour pouvoir appliquer en fait des activités marketing qui sont segmentées et personnalisées. Pour finir et pour reprendre un peu l'idée d'avoir un talk joint, et on est un peu dans les premiers jours de cette collaboration avec Speedeo, c'est que si on récupère donc ces informations sur le content segmentic et aussi sur les éléments du comportement d'utilisateur, on peut faire un dashboard comme celui-ci. Bon, c'est un peu... Il y a beaucoup de données là, mais on va essayer d'expliquer rapidement. Donc ici, on a des informations sur les users qui sont déjà engagés sur la plateforme contre ceux qui sont, donc ça c'est les graphes du haut, avec des gens qui sont déjà sélectionnés dans un cadre d'une sensation de churn, donc avec les KPIs et les algorithmes faits maison de chez Nice People at Work. Et en plus de ça, et là c'est là où on a l'avantage supplémentaire, c'est qu'on va pouvoir définir aussi des goûts par rapport à cette population-là. Donc comprendre qu'est-ce qu'ils aimeraient éventuellement regarder, pouvoir voir si en A/B testing, donc là on revient sur les histoires d'A/B testing, si les différents types de recommandations, ou on peut rentrer dans les détails plus techniques sur les devices ou autres, sont cohérentes et si un groupe A est plus sensible à ces activités marketing qu'un groupe B. Donc voilà, c'était notre petite présentation sur la recommandation et le user churn. Est-ce que vous avez des questions pour Randa ou pour moi? Ou sinon, on est pressé, on peut aller les poser au bar. Bonjour. Ouais. J'ai une question pour Randa. D'un côté, vous avez les informations qui arrivent effectivement des utilisateurs, Ouais. mais est-ce que les contenus
est-ce qu'il faut préparer des datas avant pour les décrire, pour les associer, ou est-ce que tout ça, ça se crée, je dirais un peu magiquement, à force que certains groupes d'utilisateurs regardent toujours les mêmes contenus? Est-ce que ça crée automatiquement des catégories, ou est-ce qu'il faut catégoriser les contenus en amont? En fait, ça dépend des approches. Du coup, si on est sur ce qu'on fait à Speedeo, du coup, du content-based, ou enfin, ce qu'on appelle une approche sémantique, on a une équipe et on a un process en fait qui prend en entrée toutes les informations dont on dispose sur un contenu, qui va générer cette structure de données qu'on appelle la semantic fingerprint, qui est une caractéristique précise, une caractérisation précise du contenu. Et on a aussi des équipes d'experts cinéma et télé qui vont repasser sur cette structure de données, la tweaker, la préciser. Et du coup, oui, on crée la donnée qu'on va après donner à manger à l'algorithme. Par contre, dans l'approche collaborative filtering, c'est ça qui est différent, c'est que ça va clusteriser du coup des groupes d'utilisateurs en fonction de ce qu'ils regardent. Enfin, ça va associer des utilisateurs à des contenus et ça va proposer à ceux qui n'ont pas vu les contenus en question, ça va proposer dans le même groupe d'utilisateurs qui a été construit, il y aura des contenus qui ont été vus et ceux qui n'ont pas été vus, et ça va leur proposer les contenus qui ont été. Mais oui, il y a de la création, de données. Mais on peut, voilà. C'est bon. Allez, David. Pas de problème. Merci. Bonsoir à tous. A priori, je vais devoir faire très vite. Donc, on va faire la présentation en mode éclair 5 minutes. Je suis large, pas de problème. Je suis David Stickman, je suis Solution Architect chez Elastic, et avant de travailler chez Elastic, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années chez Akamai. Donc pour tous ceux qui font un peu de CDN, voilà, j'ai travaillé pas mal de temps chez Akamai. Et chez Akamai, j'ai fait beaucoup de choses sur l'OTT, et un des trucs qui était un peu compliqué, c'était le monitoring de l'OTT. Parce que globalement, quand on délivre du contenu, à part regarder des status code HTTP OK pour me dire que tout va bien, nous, on n'avait pas vraiment de notion de ce qui se passait. Et l'idée qui m'est venue, c'était de faire du monitoring des données server-side. Et c'est pour ça que, d'où la présentation en question. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis plus chez Akamai, je suis parti chez Elastic, parce que Elastic m'a changé la vie quand j'ai commencé à travailler avec. Et donc c'est bien mon nom de famille, c'est pas mon mot de passe, c'est pas une erreur, vous inquiétez pas. Pourquoi on peut faire du monitoring pourquoi on fait du monitoring server-side? Globalement, il y a pas mal de devices sur lesquels c'est un peu compliqué d'avoir un player customisé qui va nous permettre d'envoyer des beacons. Là, si je regarde typiquement sur un desktop classique et sur un mobile, etc., on va pouvoir avoir un player customisé avec du JavaScript qui va être capable de beaconner des données. Et donc là, si on prend l'exemple ici, hop, automatiquement, j'ai mon statut, je suis en train de jouer du contenu, j'ai du rebuffering, 0, etc. Jusque-là, tout va bien. Quand je suis sur une télé, par exemple, sans citer ma télé qui a un player qui ne permet de rien faire globalement, à part effectivement visualiser des flux HLS, je ne peux pas vraiment beaconner des datas de ma télé. Donc comment est-ce qu'on fait pour savoir l'état de la QoS de l'utilisateur qui regarde le flux sur sa télé? Soit on l'oublie, on dit c'est pas grave, j'ai d'autres players, je vais récupérer uniquement les informations du player web et de mon iPhone. Soit on se dit pourquoi pas utiliser les logs server-side. Donc là, je suis désolé, ça va faire un petit peu mal aux yeux pour ceux qui sont au fond en l'occurrence. Ça, c'est une playlist HLS. Une playlist HLS, tout ce qu'il y a de plus classique. Je peux vous sortir la même en Dash, il n'y a pas de problème. Pourquoi je vous montre une playlist? Parce que la playlist, elle contient des informations qui sont hyper importantes pour le player, mais également pour nous quand on va vouloir monitorer la qualité de service. Donc, qu'est-ce qu'elle contient comme info, ma playlist? Elle va contenir typiquement la bande passante dont le player a besoin pour visualiser le contenu. Super. Elle va contenir la résolution de la vidéo en question. Donc là, typiquement, je suis sur un truc vraiment de basse qualité, 256 par 144, il va falloir de très bons yeux pour regarder ça. Là, on va également avoir le path de la requête. Donc on va voir que la requête pour channel 2 est égale 11800 ou 118 000 plutôt, si j'arrive à lire, c'est beaucoup mieux. Donc channel 2 underscore vidéo égale 118 000. Automatiquement, je sais que pour toutes les requêtes qui vont contenir channel 2 égale 118 000, je vais avoir une bandwidth requirement qui est de 220 kilobits par seconde, et je vais également avoir l'information de la résolution qui est de 256 par 144.
Si j'analyse mes logs, donc là je suis désolé, c'est encore pire, hein, c'est des logs, hein, c'est terrible, hein, mais pourtant c'est la clé de tout ça. Si j'analyse mes logs ici, bah, j'ai un timestamp, une adresse IP, le path de la requête, donc de mon fragment vidéo, j'ai le status code HTTP, la taille de mon fragment qui a été délivré, en combien de temps mon fragment a été délivré, etc. Le user agent, donc vraiment j'ai toutes les informations. Et le truc, c'est que si on combine en fait ces informations, si on combine les informations de playlist et des logs, on va se retrouver à avoir quelque chose qui est hyper intéressant parce qu'on va avoir automatiquement l'audience qu'on va pouvoir calculer. On va voir le petit calcul, il n'est pas non plus super compliqué, vous inquiétez pas, on ne va pas faire des trucs trop compliqués. On va avoir la chaîne de télé qui est utilisée typiquement et on va également avoir la qualité de la vidéo qui est diffusée. Donc pour ça, on va utiliser la stack élastique. Hein, globalement, c'est quand même pour ça que je suis là aussi. La stack élastique, qu'est-ce que c'est? C'est une stack qui est entièrement open source et qui va vous permettre de shipper des données, analyser ces données et de vraiment rechercher et de visualiser ces données avec Kibana. Donc on décompose la stack grosso modo en 3 grosses parties. Il y a la partie bits qui sont des agents de collecte que vous pouvez mettre sur vos serveurs qui vont collecter des informations et shipper ces informations. On a Logstash qui, lui, vraiment est un ETL qui va pouvoir permettre de modifier les informations, typiquement enrichir ces informations avec différentes métadatas. Et tout ça, ça va shipper ces données dans Elasticsearch, qui est le moteur de recherche et d'indexation. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas Elasticsearch, je vous encourage à regarder un petit peu ce que c'est, parce que c'est mind-blowing. Globalement, c'est un moteur d'indexation et de recherche sur lequel on va pouvoir stocker des documents JSON et on va pouvoir analyser, rechercher en temps réel n'importe quelle clé valeur. C'est vraiment du full text search et on est capable de faire des agrégations, de faire un petit peu tout ce qu'on veut. Des cas d'utilisation d'Elastic, on a Uber qui utilise Elastic. Typiquement, quand vous lancez votre application Uber, automatiquement Uber envoie les coordonnées latitude, longitude du téléphone et on fait un match ensuite, on fait une query géospatiale pour déterminer quels sont les chauffeurs autour de vous. On parlait de Netflix pour le monitoring de la vidéo. Netflix utilise Elastic. Ils ont un cluster de 6000 nœuds Elasticsearch. Bon, alors, ça ne vous parle pas forcément, mais c'est énorme, 6000 nœuds Elasticsearch, pour monitorer tout ce qui se passe au niveau de la QoS des utilisateurs sur Netflix. Donc voilà, Elastic, c'est vraiment une solution qui est ultra scalable. On peut mettre des millions d'entrées dans Elastic et être capable d'analyser ça en temps réel. Dans les cas d'usage assez communs, donc moi j'ai découvert Elastic chez Akamai, il y a Telefonica, c'est un cas public, vous pouvez regarder. Telefonica, ils ont ce qu'on appelle un private CDN, donc ils ont développé leur propre CDN qui génère plus d'1 million de logs par seconde et ils utilisent Elastic pour monitorer en fait, les logs de leur CDN et faire exactement ce que je vais vous montrer après. Donc ici, au niveau de mon workflow, il est assez simple. Je vais utiliser Logstash pour récupérer mes logs. Je vais disséquer mes logs et enrichir mes logs en fonction du contexte de la requête. Donc typiquement, je vais regarder si quality level égale 22 000, automatiquement je vais dire que ça c'est bandwidth requirement de temps, un bitrate de temps, une résolution de temps. Donc ça on va le voir tout à l'heure. Ensuite, je vais shipper ces informations dans Elastic. Là on va automatiquement créer les informations et être capable de les rechercher en temps réel. Et ensuite avec Kibana, je vais visualiser toutes ces informations. Donc quelques maths relativement basiques, je pense que tout le monde peut le comprendre. Ici, je vais faire la somme de mes bytes. Je vais diviser la somme de mes bytes par le bitrate que je vais multiplier par 8, parce que mon bitrate, il est en bits et pas en bytes. Fois 8, logique. Et automatiquement, ça va me faire le calcul de l'audience par seconde. Donc effectivement, ce n'est pas une audience player-side vraiment calculée comme ça, mais ça va me faire une audience moyenne, entre guillemets, pour les différents bitrates qui sont disponibles. Pourquoi je ne peux pas compter mes fragments, tout simplement? Parce que les players sont un peu pénibles, sans dire du mal des players, évidemment. Ils font des byte range, ils font plein de choses comme ça qui font que je ne peux pas calculer directement tout ce qui est délivré sur un player automatiquement. D'où la somme en fait, de tous les bytes divisé par le bitrate pour obtenir l'audience comme ça. Techniquement, quand on est sur un flux HLS, alors ça dépend maintenant parce qu'avec les nouvelles specs, on est sur des fragments qui font 9 secondes et plus 10 secondes, bref, j'en passe. Mais techniquement, quand on est sur un fragment HLS, on va dire classique d'il y a un an ou deux, les fragments, ils font 10 secondes la plupart du temps. Après, vous pouvez les modifier, faire ce que vous voulez. Donc moi, ce que j'ai dit, c'est que typiquement, si le transfer time, il est entre 0 et 5 secondes, on n'a pas de problème, jusque-là, tout va bien. Si on a un transfer time qui est entre 5 et 9 secondes, on a potentiellement du rebuffering parce qu'on a mis quand même un certain temps à délivrer un contenu qui fait une durée. Et si le transfer time est supérieur à 10 secondes, là, il y a de fortes chances qu'il y ait du rebuffering. Alors attention, tout ça, c'est du rebuffering, on va dire server-side. Ce n'est pas du rebuffering client-side, parce que le player lui-même a un buffer, et donc je ne peux pas du tout prendre en compte ce buffer au niveau du player. Moi, je vous donne juste les stats que j'ai côté serveur, et on va voir un petit peu comment je les utilise. Donc on va voir un petit peu tout ça en action maintenant, si j'arrive à cliquer sur... Ah ouais, mais non, pas avec Safari. Excusez-moi, j'ai des principes quand même. Il y avait une personne travaille. Ouf. Something went wrong. Tu m'étonnes. Ça va pas du tout. On est d'accord.
Touc. Bon, sinon, je l'avais ouvert sur Chrome. J'espère qu'on ne l'a pas fermé. Ah, parfait. OK. Donc là, excusez-moi. Donc là, je suis sur ce qu'on appelle Kibana. Kibana, c'est l'interface de visualisation des données qui sont présentes dans Elasticsearch. Ici, sur mon Kibana, j'ai plusieurs vues. Et là, je vais vous montrer la première vue sur laquelle j'ai travaillé. C'est ici mon pipeline Logstash. Donc là, c'est le pipeline pour ingérer mes logs. Donc là, j'ai un pipeline qui s'appelle hls-log. Et je lui dis, bon, bah, globalement, tu me récupères tous les logs qui sont dans mon nom de famille. Alors forcément, ça paraît très très compliqué, mais en réalité, quand on sait les plaies, ça va assez vite. Si le message il commence par dièse, bon, c'est que c'est un commentaire dans les logs, c'est pas très très important, donc je le drop. Là, je vais découper mes logs avec un CSV, enfin avec un filtre CSV. Donc je vais lui dire mon premier champ, c'est un timestamp, mon deuxième champ, il y a le client IP, le troisième champ, la méthode HTTP, quatrième champ, la version SSL, URL, etc., etc. Donc là, je découpe littéralement mon log en format CSV. Donc si vous voulez regarder, il y a quand même beaucoup d'informations qui sont incluses. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes. Ici, je vais lui dire globalement de convertir certaines informations en integer, donc typiquement les bytes, etc. Ça, c'est des integers, hein, logique. Là, je vais lui préciser que mon format de date, ici dans mes logs, qui s'appelle timestamp, il est au format Unix. Là, je vais faire un petit truc qui est très très cool, je vais faire de l'enrichissement GeoIP. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je récupère l'adresse IP de l'utilisateur, et je lui dis, requête-moi sur une base de données qui est une base de données publique de MaxMine pour me faire l'enrichissement des adresses IP avec les informations géographiques associées. Donc typiquement, je récupère la ville, le pays, les coordonnées, latitude, longitude, et on va voir pourquoi c'est très très chouette. Ensuite, j'ai un deuxième filtre qui est le user agent. Donc là, c'est assez simple, c'est découpe-moi mon user agent pour en récupérer des informations correctes. Parce que le système d'exploitation, etc., autrement à parser, c'est un peu pénible. Donc nous, on a fait des filtres pour faire ça automatiquement. Là, j'ai un petit truc qui s'appelle dissect et je vais disséquer en fait mon URL. Parce que l'URL, comme on l'a vu tout à l'heure, elle contient plein d'informations, dont les informations de chaîne et les informations de fragments. Si mon fragment il contient M3E8, je lui dis de me rajouter l'information que c'est une playlist. Si mon fragment il contient TS, je lui dis de me rajouter l'information que c'est une vidéo. Si mon fragment il contient de l'AAC, je lui dis de me rajouter une information qui est l'audio. Et là, j'ai un petit souci, c'est que j'arrive pas à scroller en fait. Alors, c'est à l'envers, c'est pour ça. Ici, je vais tout simplement dire si mon fragment il contient égal 50... Alors, c'est très très petit pour moi, je vais le lire d'ici peut-être. Égal 5 120 000, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, ou 51 000, bon bref, on s'en fiche. Vous avez compris le principe. Globalement, là, c'est littéralement, je reprends ma playlist HLS et je remets les informations qui étaient présentes dans ma playlist HLS, mais dans mes logs cette fois. Donc là, je vais lui dire, pour le fragment le plus haut, entre guillemets, la résolution, c'est du 1024 par 576, le bitrate, c'est 1500 bits par seconde, etc. etc. Ensuite, je supprime toutes les informations dont je n'ai pas spécialement besoin, le référeur, le host, etc. Je m'en fiche un peu. Et je mets tout ça dans mon cluster élastique. Et là, je vois que j'ai laissé le mot de passe en clair, c'est nickel. On va passer sur une autre vue. Hop, c'est stream en live, hein, c'est ça? Je vais changer le mot de passe. OK. Donc là, si je vais dans la vue Discover, globalement, j'ai ici tous les logs qui sont disponibles. Donc là, on voit... Alors, on ne voit pas bien, en fait. On le voit en haut ici ou pas Voilà, le nombre de logs, parce que moi, je ne le vois pas ici. Donc là, j'ai 37 millions de lignes de logs. Ça fait quand même un petit paquet de logs, hein, globalement. Mes logs, ils sont au format JSON et ils ressemblent à des objets qui ressemblent à ça, globalement. Donc là, j'ai ma petite table. Ici, je vois le type de chaîne, le device, la ville, les coordonnées latitude, longitude, la requête, si elle provient du serveur parent, est-ce qu'elle est sortie du cache, etc. Donc j'ai pas mal d'informations comme ça. Maintenant, à partir de ça, je vais pouvoir créer des visualisations et je vais pouvoir créer des dashboards. Donc à partir des logs qui sont présents ici, je me suis amusé à créer des visualisations et 2 dashboards. Donc j'ai fait un dashboard ici qui va représenter l'audience. Donc si je clique sur mon petit dashboard d'audience, pouf, comme par magie, toutes mes données s'affichent. Et là, ce que vous voyez, ce sont des données qui sont calculées en temps réel avec le moteur de recherche Elastic. Donc là, j'ai automatiquement la répartition de l'audience par bitrate, la répartition de l'audience par chaîne de télé. Ici, j'ai des pailles pour représenter ici en pourcentage cette fois l'audience, le type de device, le type de chaîne. Et là, j'ai ce qu'on appelle le rebuffering pie. Globalement, j'essaye de voir le nombre de requêtes sur lesquelles j'ai un transfer time qui est assez élevé, donc entre 0 et 5 secondes, tout va bien. Entre 5 secondes et 9 secondes, moyen. Et au-delà de 10 secondes, ça devient en rouge. Ici, j'ai la même représentation, mais cette fois en nombre de hits, et là en nombre de bytes délivrés. Donc la force d'avoir un moteur de recherche, typiquement, c'est que je vais pouvoir rajouter un filtre. Là, si je veux voir uniquement ce qui se passe au niveau de l'iPad, je clique sur iPad, la petite loupe plus ici, et automatiquement, vous voyez que ça m'a rajouté un petit filtre ici, device iPad.
Là, vous allez voir en temps réel, Elastic va faire une requête de recherche pour rechercher uniquement les logs qui contiennent device iPad. Et là, il va me recalculer cette fois l'audience uniquement pour les devices qui sont iPad. Donc là, comme on peut le voir, mon dashboard est mis à jour. J'ai uniquement l'audience pour les devices qui sont de type iPad. Alors, j'ai pas l'impression que ça vous épate, mais là, on a filtré plus de 30 millions de documents en quelques millisecondes quand même, globalement. C'est assez performant. Si je supprime mon filtre ou si je fais l'inverse, typiquement, je peux lui dire fais-moi tout sauf l'iPad, par exemple, bah là, je vais avoir l'audience cette fois pour tous les devices, sauf les devices qui sont iPad. Donc, on va avoir, j'imagine, des iPhones, on va avoir voilà, iPhone, Apple TV, Samsung, je ne sais pas ce que c'est comme type, comme device, etc., etc. De la même façon, si je veux voir uniquement la chaîne France 2, par exemple, ou la chaîne de télé numéro 2, je peux cliquer ici sur Channel 2 et automatiquement, ça va me rajouter mon filtre pour filtrer tout ce qui n'est pas iPad et qui regarde uniquement la chaîne numéro 2. Et donc là, je peux voir l'évolution de mon audience pour la chaîne numéro 2. Comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai des informations géographiques qui remontent également. Et donc là, je me suis fait un autre dashboard qui, cette fois, représente les données géographiquement. Donc là, on voit des petits points rouges. Je ne sais pas si vous les voyez très très bien. On va zoomer un peu. Donc là, j'ai des petits points rouges qui représentent en fait l'audience, cette fois, par emplacement géographique. Une des forces d'Elastic, c'est d'être capable de faire des recherches géospatiales. Est-ce que vous êtes super curieux de savoir quelle est l'audience en Bretagne, par exemple? Moi, je suis hyper curieux. On va dessiner à Bretagne. Donc là, je vais prendre ici, pouf, ma petite recherche. On va dessiner à Bretagne. Alors, je vais y aller je vais y aller en grosse maille, hein, parce que franchement, dessiner la Bretagne sur un petit clavier comme ça, avec un trackpad tout petit, c'est pas évident. Quoi? Ouais, bah, je fais ce que je peux, hein, je suis désolé. Hein. Il n'y a pas de breton dans la salle, vous m'en voulez pas. Hein. J'ai peut-être exclu une partie de la Bretagne. Donc là, automatiquement, si je remonte ici, vous voyez que ça m'a rajouté un petit filtre géolocation. Et là, ça m'a rajouté mon filtre géolocation avec le polygone en question qui représente mes informations géospatiales. Et donc là, automatiquement, j'ai non pas le résultat pour toute la France, mais j'ai le résultat pour les données qui sont triées et filtrées pour la Bretagne uniquement. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais piner ce résultat. Donc là, vous voyez le petit pin ici, hop, voilà. Je vais piner ce résultat. Et si je retourne sur mon dashboard précédent, dans Audience Location sans la map, cette fois, bah, je ne vais pas avoir l'audience globale de toute la France, mais je vais avoir uniquement l'audience de la Bretagne. Donc là, je vais voir l'évolution de la qualité de service uniquement pour la Bretagne. Donc si je veux voir la Bretagne et que je veux chercher par exemple, alors attendez, je vais juste voir si j'ai rajouté l'autocomplétion ou pas, parce que sinon à taper à la main ça va être très très pénible. Voilà, donc je rajoute ça parce que ça va me faire l'autocomplétion, parce que je suis un peu fainéant j'avoue. Ici si je cherche OS, alors, OS name par exemple, donc on va chercher un système d'exploitation, on va chercher du Windows, hop, automatiquement, update, enfin automatiquement quand j'aurai cliqué sur Update, on s'entend. Automatiquement, là j'ai l'évolution de l'audience, cette fois pour tout ce qui est navigateur Windows en Bretagne spécifiquement. Et donc là, si vous voulez regarder à quoi correspond ce dataset, cette fois, si je vais dans la vue Discover, on va voir que je passe de, je ne sais pas combien de millions de documents à uniquement 1 million, enfin j'arrive pas à lire. Beaucoup de documents, voilà. Donc là, on a filtré de 35 millions à 1 million de documents et des bananes. Donc le gros avantage de ça, c'est que je n'ai pas de données client-side ici en l'occurrence. Je me base uniquement sur les métriques qui proviennent du serveur. À partir des métriques sur le serveur, je crée des visualisations. Et ces visualisations me permettent de voir en temps réel tout ce qui se passe au niveau de la QoS des utilisateurs. Alors QoS, ça reste assez limité parce que comme je disais, on n'a pas les informations player-side. Donc quand je calcule mon rebuffering, c'est un risque de rebuffering. Je ne peux pas dire que c'est réellement du rebuffering. Mais quand je vois des shifts de bitrate, par exemple, ça c'est clairement un problème parce qu'il y a clairement un souci au niveau de l'utilisateur qui shift de bitrate. Une des fonctionnalités qui est assez intéressante avec Elastic, c'est ce qu'on appelle le machine learning. Le machine learning, j'aime pas du tout ce mot, hein, c'est du marketing, blabla, tout ça. En l'occurrence, on fait deux choses. On fait de la détection d'anomalies sur des séries temporelles. Donc là, l'idée, c'est j'ai des données qui sont présentes dans mon index historique. À partir des données historiques, je vais créer un modèle et déterminer si les données sont correctes par rapport à mon modèle historique. Donc ça, c'est assez simple. La deuxième chose qu'on peut faire, on peut également faire de l'analyse de population. Donc là, l'analyse de population, c'est on va déterminer un baseline de population, d'entité, et on va déterminer les outliers sur cette population. Donc moi, ce que je me suis amusé à faire comme job, j'ai créé un job où je lui ai dit, bon, globalement, regarde, on va le voir ici. Donc j'ai créé un job ici qui est, regarde quand j'ai une moyenne haute du temps de transfert de mon document, et regarde ça par rapport à toutes les adresses IP.
Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais un baseline d'adresse IP, je compare le temps de transfert de tous les objets sur toutes les adresses IP, et dès que j'ai une adresse IP qui a un temps de transfert qui est bien supérieur à l'ensemble des autres, automatiquement, ça me génère une anomalie avec un score d'anomalie. Donc là, on peut voir ici que j'ai une adresse IP qui remonte la 94 239 12 234. Elle a un score d'anomalie ici qui est assez élevé, elle a un score d'anomalie de 95, parce qu'elle a actuellement un transfer time qui est de 30 000 millisecondes, alors que les autres ont plutôt un transfer time de 1000 millisecondes. On le voit clairement ici, elle est clairement bien au-dessus de toute la population qui est disponible au niveau des adresses IP. Allons voir ce qui s'est passé pour cette adresse IP. Donc là, je peux cliquer sur un petit bouton Action qui va automatiquement m'ouvrir mon dashboard au moment où Machine Learning a détecté l'anomalie, en filtrant directement l'adresse IP sur laquelle on a détecté l'anomalie. Donc là, on voit ici, vous voyez, hop, automatiquement Client IP qui est rajouté et l'anomalie qui a été détectée au moment où elle a été détectée. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que le malheureux, parce que c'est vraiment le malheureux, on peut l'appeler, le mec passe par tous les bitrates possibles et imaginables. Il n'arrête pas de shifter, en fait. Entre 5h du matin et 7h50, le mec a shifté du bitrate le plus bas au bitrate moyen, à un autre bitrate encore plus petit, etc. Ici, ce qu'on peut voir au niveau des hits avec du rebuffering, c'est que clairement, il a beaucoup de hits avec un risque de rebuffering. Il utilise un device de type iPad et il a regardé la chaîne numéro 3 et la chaîne numéro 4. Le truc, c'est que trouver ce genre d'informations sur un dataset de 30 millions d'entrées, en fait, c'est assez complexe. L'idée, sans l'automatiser, c'est pratiquement impossible de trouver des outliers comme ça. Donc le machine learning nous permet d'automatiser en fait la détection d'anomalies sur des séries temporelles et également sur des champs de population et de déterminer automatiquement quand on a un comportement qui est variant et être alerté sur ce comportement variant. Donc voilà un petit peu la présentation élastique, monitoring OTT, parce que je sais qu'on était très très speed. Si vous voulez, on peut parler de plein d'autres choses, plein d'autres cas d'utilisation, enfin vraiment c'est comme vous voulez. Ou alors on peut aller boire une bière, au choix. On a le temps pour quelques questions quand même. Cool. Qui utilise Elastic? C'est moi qui pose des questions. Ok. Il y a quand même pas mal de monde qui utilise Elastic, c'est cool. Qui a des questions, des remarques, C'était pas clair, je suis allé trop vite. J'ai tendance à aller très très vite. Hein. Mais c'est pour vous réveiller. Parce que là, je passe en dernier, donc forcément, c'est dur. Ouais. Bonjour. Bonjour. Tu disais d'avoir les logs d'un serveur, mais en fait, c'est les logs de tous les serveurs. Il faut agréger tout le CDN. Oui, le CDN ou les reverse proxy que vous utilisez, oui, exactement. Ouais, l'idée, c'est vraiment de récupérer tous les logs, parce que forcément, sinon, ça n'a aucun sens. On ne peut pas faire ça en appliquant que sur l'origine ou que sur... Bah non, parce que si tu appliques uniquement sur l'origine, on va se retrouver à avoir... On peut monitorer l'état de l'origine, ce qui peut être très intéressant, hein, de voir que typiquement, là, j'ai des taux de transfert qui sont un peu lents sur l'origine. Honnêtement, plus vous avez de data, plus vous allez pouvoir avoir une vue 360 de ce qui se passe sur tout votre delivery OTT. Moi, clairement, mon but à terme, c'est, si c'est possible, je n'ai pas les exemples de données qui vont bien, mais c'est de monitorer l'encodeur, de monitorer le packager, le serveur de DRM, et de faire un dashboard avec vraiment le suivi de bout en bout, en fait, de la qualité de service et du temps de chargement de tous mes assets, en fait. Mais là, en l'occurrence, si on se concentre uniquement sur la partie client-side, effectivement, il faut récupérer tous les logs qui sont utilisés pour délivrer les informations au client, quoi. Ouais. Merci. Ce qui peut être un peu gourmand, effectivement. Hein. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc il y a un double prérequis quand même, c'est qu'il faut être maître du CDN, ne pas utiliser de peer-to-peer non plus, donc c'est un outil pour Akamai, quoi. Alors oui et non, parce que globalement, en fait, là typiquement, si je prends cet exemple-là, c'est pas des données d'Akamai en réalité, oui, c'est un broadcaster français qui a de ses propres reverse proxy, il faut et avoir on récupère les logs. Après, moi, comme je dis, ici, on n'a pas de données player-side. La plupart du temps, vous avez tendance à vouloir avoir des données player-side. Si vous n'avez pas de données player-side, pour pas rester aveugle, vous pouvez récupérer les logs de vos différents services et essayer de faire de la corrélation à ce niveau-là. Maintenant, j'ai pas de solution magique. Si on peut récupérer aucune info, on peut récupérer aucune info. Hein. Ouais. Petite question, est-ce que à un quelconque moment, vous avez pu faire la comparaison, donc peut-être pas sur les télé Samsung sur lesquels on peut rien faire, mais la comparaison justement entre les données client-side et server-side et voir à quel point c'est proche? Alors en fait, ça, je l'ai fait quand je bossais chez Akamai, en l'occurrence, parce qu'on avait des clients qui avaient des données player-side. On est à peu près à 2% équivalent en termes d'audience. Donc j'étais franchement assez halluciné parce que c'est hyper proche de la réalité.
Donc clairement, il y a des petits moments où il y a des comportements assez bizarres parce que si on a de l'ABR, par exemple, automatiquement, le fragment, il va être beaucoup plus petit ou beaucoup plus gros que ce qui est attendu dans mon average de taille de fragment. Mais si on a un truc qui est plutôt proche d'un CBR ou un ABR très très faible, on va avoir quelque chose de très très correct en termes de reporting, honnêtement. Pour un truc où on est aveugle complètement sur le player side, c'est pas mal. Et sur comparer le buffering réel au risque de rebuffering, à quel point les courbes se suivent ou pas du tout? Alors là, pas du tout. Là, honnêtement, j'étais à la rue totale sur le risque de rebuffering. C'est pour ça que je l'ai vraiment exprimé depuis le début, c'est vraiment du risque de rebuffering. Parce que comme, typiquement, le player, la plupart du temps, il va avoir 3 fragments en bluffer, etc. C'est pas parce que j'ai un fragment qui déconne sur le delivery que je vais avoir du rebuffering côté player. C'est pas le cas. Donc moi, j'appelle ça, c'est vraiment, les billes, hein, risque de rebuffering, quoi. Je peux pas assurer que c'est du rebuffering. Par contre, tout ce qui est variation sur les bitrates vus par le player, ça marche super bien parce que forcément, comme c'est un path différent, et rien que ça, c'est un super indicateur de la QoS qu'on a au niveau du player. Parce que quand on commence à avoir des changements de bitrate en permanence pour un player, on sait clairement le mec va partir parce que c'est pas satisfaisant comme expérience utilisateur. Et pour moi, c'était clé parce que quand on me demandait le delivery se passe bien, ouais, status code 200, ça passe super. Bah, je délivre le plus bas bitrate. Ah merde. Bon, bah, c'était vachement intéressant quand même, quoi. Ouais. Merci. Je vous ai tué? C'est bon. Ok, c'est bon, j'ai tué tout le monde. Yes. Donc la suite, ça se passera à la brasserie Au Prince, à côté du Parc des Princes, pour ceux qui sont motivés pour continuer la discussion autour de bière.